C'est le Zoom de ce Smart Impact. On parle de la loi Omnibus, les nouvelles règles européennes en matière de reporting extra-financier. J'accueille Solène Garcin-Charcosset. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice ESG de Tenexia. Alors, c'est une PME française, logiciel, conseil en durabilité, c'est ça, Tenexia ? Exactement. Donc, on est une entreprise qui a 25 ans maintenant, qui travaille à la fois sur les sujets HSE, santé, sécurité, environnement, et RSE. Et à la fois, on est éditeur de logiciels et cabinet de conseil. Donc, on accompagne les entreprises sur de la veille réglementaire, sur du reporting ESG carbone, par exemple, ou sur la gestion des déchets. Ces deux impératifs ou ces deux piliers, HSE, RSE, la santé, l'environnement, ils sont liés finalement. Ah oui, c'est effectivement deux métiers qui... sont de plus en plus proches aujourd'hui. On le voit souvent, ce qu'on dit, c'est que la HSE, ça va être le bras armé de la RSE, avec une déclinaison très opérationnelle. La RSE va être un petit peu plus stratégique, mais finalement, l'un ne va pas sans l'autre aujourd'hui au sein des entreprises. Alors, on va parler donc ensemble de ces nouvelles règles autour de la CSRD, du reporting extra-financier. Moi, ma première réaction, c'est quand même de me dire que l'ambition est beaucoup moins forte. On peut difficilement dire autre chose. Moins d'entreprises concernées, des délais beaucoup plus longs. Quels sont pour vous les changements les plus significatifs ? Alors, effectivement, avec la directive Omnibus, il y a une révision du périmètre des entreprises concernées. On estimait à peu près 50 000 entreprises en Europe concernées avant. On est passé plutôt à 6 000. Donc, forte réduction du périmètre. Délai accordé aussi aux entreprises pour se mettre en conformité. C'est-à-dire qu'au départ, les entreprises un petit peu plus petites devaient publier dès 2026 sur 2025, sur les données 2025. Là, elles ont 2 ans de plus. Ce qui n'est pas forcément, dans ce cadre-là, un mal, parce que ça leur a permis aussi de bien comprendre ce qu'il fallait faire, se préparer et avoir un peu plus de temps pour mettre en place des choses, que ce soit en termes de reporting ou même de politique ou d'action. Donc ça, à la limite, pour pas mal d'entreprises, c'était plutôt un point positif, ce décalage dans le temps. Maintenant, effectivement, même le périmètre des informations à reporter a aussi été revu un peu à la baisse, mais aussi pour être plus pragmatique. Est-ce que c'était trop ambitieux ? On peut aussi regretter qu'il y ait un recul, mais se dire que 800 pages, c'était un petit peu trop compliqué ? Alors, effectivement, je pense que le texte initial, le scope était intéressant, parce que l'objectif, c'est d'embarquer vraiment toutes les entreprises. Donc le scope était très intéressant. Maintenant, le texte était effectivement ambitieux, c'est-à-dire que qu'on soit une entreprise à l'époque de 250 salariés ou une entreprise du CAC 40, l'obligation réglementaire était la même, avec le même délai. Donc voilà, c'est forcément, les entreprises n'ont pas les mêmes moyens, elles n'ont pas la même capacité d'intégrer autant de choses, et aussi des coûts malgré tout. Et donc, c'était peut-être très ambitieux. Je pense que le scope était intéressant, mais il aurait peut-être fallu faire déjà une approche peut-être plus progressive dans le temps, peut-être pas des audits dès le départ pour tout le monde, un périmètre peut-être et un niveau de détail d'information peut-être plus allégé, ce qui finalement est ce qui est fait aujourd'hui. C'est-à-dire que le niveau d'information qui est demandé aujourd'hui va être plus allégé aussi par rapport à ce qu'il y avait avant, et ce nouveau scope d'information est intéressant. Avec une autre dimension également, c'est l'aspect, on va dire, volontaire d'une partie de ce reporting extra-financier. Comment déjà, on peut expliquer comment ça va fonctionner, puis après, ce qu'on peut en attendre ? Oui, alors effectivement, l'Europe a aussi décidé d'adopter un référentiel pour les entreprises qui ne seront pas soumises à la CSRD, mais qui voudront faire un reporting volontaire. Donc, ils ont appelé ça le VS, le Voluntary Standard. L'objectif étant de dire aux entreprises, si vous voulez reporter de manière volontaire, voilà un premier cadre qui est intéressant pour vous. C'est aussi un cadre qui va être utilisé dans le cadre des relations entreprises-donneurs d'ordre, entreprises-investisseurs, où en fait, un investisseur ou un donneur d'ordre qui veut poser des questions à un fournisseur ou à une entreprise, une participation, va pouvoir regarder aussi ce cadre et poser des questions dans le cadre de ce cadre. Alors, ça va être aussi utilisé ils ont utilisé le terme de value chain cap, c'est-à-dire qu'en fait, une entreprise qui ne voudra pas répondre au-delà de ce référentiel pourra dire à son donneur d'ordre ou à son investisseur, moi j'ai ce référentiel, je me contente de ce référentiel et ne me posez pas plus de questions. Après, c'est uniquement utilisé pour si l'entreprise donneur d'ordre ou investisseur veut uniquement communiquer sur ces informations. Si elle a besoin d'informations complémentaires, en revanche, dans le cadre de sa stratégie, dans le cadre de son pilotage des risques, là, l'entreprise devra quand même répondre à plus de questions.
Alors c'est intéressant parce qu'on est sur le volontariat et en même temps c'est sans doute un vrai levier de transformation. Pourquoi ? Alors oui, c'est un vrai levier de transformation. Aujourd'hui, c'est vrai que la CSRD a affaibli son périmètre. En revanche, ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, les investisseurs, les donneurs d'ordre, eux, continuent de poser des questions, en fait. Ils continuent d'être là et même de plus en plus présents. Ouais. Nous, on travaille régulièrement avec une banque qui nous disait, dans 5 ans, on n'accordera plus un prêt à une entreprise qui n'a pas mis en place une démarche RSE, qui n'a pas pris en compte ses risques, ses impacts pour créer sa résilience. On ne veut plus prêter à une entreprise qui ne sera pas résiliente demain. Intégrer le risque climatique à sa stratégie. Exactement. Parce que les risques climatiques. Exactement, parce que et la banque voit qu'il y a un risque pour elle aussi si l'entreprise n'est pas résiliente, et aussi parce que les banques ont des obligations. Elles ont aussi des obligations maintenant, de la BCE notamment, de devoir aussi publier leurs risques. Et le risque, c'est quoi ? C'est le risque des entreprises. Donc il y a une sorte de ruissellement, en fait, d'effet domino, parce que les très grandes entreprises qui, elles, sont toujours soumises à la CSRD, continuent de demander effectivement ces référentiels dont vous parliez à leurs fournisseurs. Exactement, exactement. En fait, donc vous conseillez aux petites entreprises d'y aller, quoi, de ne pas se dire « il n'y a plus de CSRD, je peux tout arrêter ». Ah, non, effectivement. Nous, c'est vraiment notre conseil, c'est vraiment de continuer à y aller, parce que si ce n'est pas la réglementation, ce sont les parties prenantes qui vont demander effectivement à avancer. Ça peut être par le biais de reporting, ça peut être par le biais aussi, beaucoup de donneurs d'ordre demandent à leurs entreprises de mettre en place la norme ISO 14001 qui va aussi sur ces sujets-là maintenant. Donc il y a vraiment, pour moi, besoin que les entreprises avancent. Et c'est aussi intéressant pour les entreprises de faire l'exercice pour aussi leur résilience. On le voit en ce moment, la canicule. Combien d'entreprises n'avaient peut-être pas identifié ces sujets d'adaptation comme des vrais sujets pour elles, n'ont rien mis en place. Et en fait, ce sujet va peut-être se renforcer demain. Enfin, c'est même pas peut-être, va se renforcer demain. Et en fait, tous ces sujets, c'est aussi pour finalement leur compétitivité, leur impact sur leurs salariés, etc. Ouais. Les principales motivations des entreprises que vous accompagnez aujourd'hui, des PME ou même des ETI qui se disent « Ok, il faut quand même que je travaille sur ce reporting extra-financier », quelles sont leurs principales motivations ? Alors, on voit vraiment deux approches, certaines qui ont vraiment compris le sujet de la résilience de l'entreprise, qui ont compris qu'en fait, aujourd'hui, si je prends un exemple, les coûts de l'énergie sont quand même assez élevés aujourd'hui, très instables demain, et donc se disent peut-être qu'il faut que je réduise ma dépendance à l'énergie, et donc finalement mon empreinte carbone, c'est quoi mon empreinte carbone ? Parce que c'est ma dépendance à l'énergie en interne, mais aussi dans ma chaîne de valeur. Si demain mes coûts explosent parce que l'énergie explose chez mes fournisseurs, comment je fais ? Donc il y a ce premier aspect, on va dire, j'ai identifié que j'avais un sujet de résilience, et puis le deuxième sujet, c'est les parties prenantes, effectivement. Les donneurs d'ordre, les clients me demandent ce que je fais, les clients me demandent maintenant de m'engager aussi à m'améliorer, ou les investisseurs, j'ai un prêt indexé sur des critères ESG, donc il faut que j'atteigne les objectifs pour que mon prêt reste à un plus faible coût. Donc voilà, il y a vraiment ces deux aspects, à la fois demande partie prenante et puis résilience. Est-ce que ça veut dire qu'une entreprise qui s'engage dans cette norme volontaire, dans ces référentiels volontaires, elle se différencie des autres, celle qui le fait aujourd'hui, ou est-ce que je peux retourner la question différemment, c'est-à-dire celle qui ne le fait pas, et à quel point elle se met en dehors du mouvement, quoi. Alors effectivement, pour l'instant, on est un peu à la bascule entre ça devient le nice to have ou c'est un must have. C'est vraiment le moment où on commence à voir que ça commence à prendre vraiment, et celles qui ne le font pas, là, commencent à prendre du retard. Donc c'est vraiment en ce moment, ça devient plus quelque chose de communicant, on le fait parce que c'est bien de le faire et que ça va nous apporter un bénéfice. Là, ça devient vraiment... c'est vraiment le moment un peu de bascule de si je le fais pas, là je vais perdre peut-être des parts de marché, je vais perdre des investisseurs, je vais perdre peut-être moins avoir des prêts ou des prêts plus chers. Donc ça devient, on va dire, un frein de ne pas le faire plutôt que un accélérateur de le faire. Vous parliez de la norme ISO 14001, triple objectif, amélioration de la performance environnementale, respect des obligations de conformité, réalisation des objectifs environnementaux. Elle vient d'être remise à jour, c'est ça, cette norme. Là aussi, est-ce que vous parlez d'un tournant
pour les entreprises? Alors, c'est effectivement, ils viennent de remettre à jour la norme. La version précédente datait de 2015. Donc, ça faisait plus de 10 ans qu'elle avait été déjà revue. Et oui, il y a un tournant pour les entreprises avec cette nouvelle norme. Alors, elle va, on va dire, dans la continuité de la 2015, mais vraiment, elle renforce beaucoup certains aspects qui, avant, pouvaient être un peu mis de côté, maintenant, qui ne peuvent plus être mis de côté. Par exemple Justement, l'approche cycle de vie. Donc, l'idée étant de dire, jusqu'à maintenant, une entreprise va certifier son usine, certifier ses process internes, vérifier ses impacts locaux. Cycle de vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire le produit. Mes impacts aussi dans ma chaîne de valeur. Donc, ça veut dire embarquer les achats, embarquer la conception des produits. Donc, ça veut dire sortir du périmètre vraiment purement physique du site pour embarquer tout. Donc là, on le voit aussi, ça veut dire qu'un site tout seul dans un grand groupe ne pourra plus vraiment être certifié ISO 14001 tout seul, en fait. Il va falloir que le groupe travaille aussi sur ce sujet pour pouvoir justement avoir cette approche produit, améliorer le produit. Donc, il y a aussi un lien fort qui est fait avec la RSE parce qu'ils ont vraiment bien reprécisé comment faire le process pour identifier quels sont les impacts, les risques, les opportunités. Et typiquement, un très bon outil pour faire cet exercice dans le cadre de l'ISO 14001, c'est l'analyse de double matérialité de la CSRD. On y revient. Qui coche toutes les cases. Est-ce que ça donne aussi aux entreprises qui le font un avantage ou une facilité à l'export ? Que ça peut leur ouvrir certains marchés. Je pense par exemple au marché chinois qui est en train de copier un peu les normes européennes. Alors, qui sont en train de copier, devancer les normes européennes loin, maintenant. Ouais. Effectivement, la Chine a mis en place donc, un programme jusqu'à 2030 d'obligation de reporting pour ses entreprises en interne. Qui mixe l'approche CSRD avec l'analyse de double matérialité et le modèle de reporting plutôt de l'IFRS, modèle plutôt porté par le monde anglo-saxon. Là où c'est intéressant, c'est que ils vont publier des normes, ils ont commencé par le changement climatique, ils vont aborder tous les sujets qu'il y a dans la CSRD aujourd'hui et en rajouter quelques-uns vraiment très spécifiques, Chine revitalisation du territoire, des choses comme ça très spécifiques. Et au final, ça va vraiment se recouper. Donc, effectivement, une entreprise présente en Chine, en France, elle va avoir un reporting. Ils sont en train d'essayer de faire en sorte que ce soit quand même le même, que ce soit vraiment une interopérabilité, mais la Chine va pousser énormément. Et la Chine a passé récemment, il y a 1 ou 2 semaines, un décret assez intéressant. Ils ont retourné ce principe de value chain cap contre nous en refusant l'extraterritorialité des normes étrangères sur ces sujets de reporting. Effectivement, c'est un bras de fer géopolitique aussi. Merci beaucoup Solène Garcin-Charcosset. À bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure du grand entretien de ce Smart Impact avec Nathalie Bardin, la directrice RSE du groupe Altaria.